Donc, du coup, bah voilà, on est fort peu nombreux. On est un petit comité, là. Mais bon, on va quand même écouter. Oui, de toute façon, il y a une transmission. C'est enregistré dans Didier Baudel, donc, qui est donc professeur à Paris 6, donc, Paris 6, oui. et qui va nous parler d'un sujet qui m'est un peu étranger, mais je vais écouter avec attention, relativité de niveau dans le discret et l'écriture. Vous allez reconnaître certainement certaines choses. Je vous remercie beaucoup. Donc je remercie les responsables du séminaire et surtout Joël Mercœur qui m'a invité à... Oui, alors lui, il a des ennuis... Voilà, et qui a des soucis qu'il n'a retenus chez lui. Mais donc je veux remercier les responsables du séminaire de cette invitation et j'espère que je vais proposer quelque chose qui va éveiller votre curiosité. Donc je me présente en 2 mots. Moi je suis d'origine informaticien et mes travaux de recherche ont porté au début sur des problèmes de transformation de programme dans le discret, dans le domaine discret. Et puis en faisant ces premières recherches, j'ai commencé à apercevoir des petites difficultés à droite et à gauche qui ont motivé une deuxième thèse, une thèse d'État, sur des problèmes fondamentaux en informatique. Donc une partie est présente dans l'exposé que je vais vous donner, mais il y a un certain nombre de choses dont je ne savais pas très bien quoi faire, parce que c'était un peu bizarre, ça ne s'accordait pas trop aux habitudes des discours aussi bien en informatique qu'en mathématiques, et donc j'ai tourné en rond pendant un certain nombre d'années. Et une circonstance a fait qu'on m'a demandé d'écrire un texte sur la relativité. Je ne suis pas physicien, donc j'ai commencé par dire que non. Je ne me sentais pas en mesure de faire une telle chose. Et en relisant, en lisant plus exactement, ce que je n'avais pas encore lu, le texte de Bachelard qui s'appelle La valeur inductive de la relativité, je me suis aperçu qu'un certain nombre de choses s'accordaient tout à fait à des problèmes que j'avais. Voilà. Et donc, je vais faire exactement comme Claude Imbert a fait pour son exposé. C'est un travail, un work in progress. C'est la première fois que je l'expose dans ces termes. Les pièces du puzzle je les connais depuis longtemps, mais la manière d'articuler les choses date de moins d'1 an. Et donc, c'est la première fois que je les expose oralement et publiquement. Et donc, je vous indiquerai à la fin un texte qui présente une partie de ces idées. Donc, tous les transparents, je les transmettrai à Joël Mercœur ou à Jean-Jacques Sersignas pour que vous en disposiez, parce qu'ils sont assez... il y a beaucoup de schémas, donc pour prendre des notes, c'est pas forcément très facile. Voilà, donc le plan est ici. Je vais indiquer quelques repères méthodologiques au début, parce que le fait de toucher à la question de l'écriture et au discret nécessite quelques précautions et quelques petits outils méthodologiques. Voilà, donc c'est ça que je vais présenter au début, un repère méthodologique. Deuxième partie, ce sera une manière de faire sentir d'où viennent les problèmes de niveau que j'aborde dans l'exposé, à partir d'expériences que tout le monde peut faire plus ou moins directement, compte tenu de l'usage qu'on a des appareils modernes. Troisième partie, donc ça permet de voir un petit peu comment les choses s'organisent. Troisième partie, je présenterai donc comment, de mon point de vue, on peut envisager d'interpréter certaines situations ou difficultés comme étant des stratifications, donc des choses à niveau, et je dirais en quel sens niveau s'entend, et en plus relativiser, et je dirais aussi en quel sens s'entend le relativiser dans un contexte qui ne concerne pas la physique, qui ne concerne pas les mouvements, et donc qui a priori n'a pas de rapport avec la relativité.
Mais les repères méthodologiques vont permettre de comprendre ça. Ensuite, j'ai 3 études de cas, dont une démonstration de Leibniz, qui est très connue, et que j'analyserai selon ces schémas d'interprétation. Et puis quelques conclusions, s'il reste encore un petit peu de temps. Voilà, donc le premier repère méthodologique, c'est une phrase d'Einstein, que je connais depuis très longtemps, que j'ai lu d'ailleurs dans l'ouvrage dont je donne la traduction ici, de Gérald Holton, et qui m'a accompagné dans toutes mes recherches. Et c'est une phrase que je trouve absolument magnifique parce qu'elle permet d'approcher des problèmes de fondement sans avoir à récuser en tant que faux les fondements d'une théorie qu'on a besoin de dépasser. Et donc ça évite tout un tas de difficultés. Donc c'est le plus beau destin d'une théorie physique que de montrer elle-même le chemin. Excusez-moi, pour la connexion des gens extérieurs, parce que là je reçois des mails de Petitot qui dit qu'il n'arrive pas à se connecter. Vous aviez réglé le problème, non? Ah oui, oui. Alors, on voit en haut sur l'écran, il est marqué qu'il y a 2 personnes en salle d'attente. Ah bah c'est... Il faut accepter. Parce que normalement Vous c'est... acceptez. Alors... parce que normalement, c'est pas moi qui le fais, c'est Yvan Merkel. Si, monsieur Baudin, c'est vous parce que vous êtes host maintenant. Je suis désolé, j'ai oublié de le dire. Ah. Vous avez le droit de participer à l'écran, c'est vous le chef en fait. C'est vous qui devriez j'avais bon, d'accord. autoriser les demandes de connexion. Et c'est où ça? Il faut quitter le plein écran, c'est ça qu'on avait dit, c'est ça le problème. Et Affiché. La barre noire. Sur le noir. Sur le noir. Il faut peut-être cliquer sur participant. Quand on clique sur participant, on Affiché. affiche notre Affiché. Non. voilà, Vous pouvez donner le droit. voilà, c'est fait. Voilà. Les micros marchent. Oui, désolé, j'ai oublié de le redire. Non, c'est parce que du coup je m'en occupais pas. Voilà, donc donc c'est une phrase d'Einstein donc qui fait état d'un ce qu'il appelle le plus beau destin que je thématise sous la forme du destin superlatif et qui est une phrase assez bizarre puisque elle revient à promouvoir des théories d'autant plus qu'elles sont en mesure de se rendre elles-mêmes caduques. Voilà. Et donc c'est un procédé intéressant parce que l'ancienne théorie est dans une certaine mesure récupérée et elle y survit donc comme cas limite. Le deuxième voilà. Le deuxième repère méthodologique, c'est une phrase de Gaston Bachelard qui est donc extrait de la valeur inductive de la relativité et qui est le point de départ en fait de l'approche relativisée que je propose, puisque Bachelard lui-même extrait, si on peut dire, l'aspect méthodologique de la relativité, c'est-à-dire indépendamment, dans une grande partie de son exposé dans son livre, indépendamment des problèmes propres de la physique. Et donc il ne faut pas qu'on puisse trouver dans un phénomène quelconque une raison suffisante pour spécifier un système de référence. C'est un principe de relativité qu'on connaît par exemple pour le mouvement, mais que Bachelard déjà dégage explicitement comme tel, comme un principe méthodologique très général. Et c'est ça qui m'a en fait donné l'idée de voir les problèmes de niveau à travers un problème de relativité. Et une autre phrase de Gaston Bachelard que je trouve tout à fait merveilleuse et qui fait état de la véritable valeur dialectique d'une notion quand on place cette notion dans une atmosphère de possibilités élargies. L'expression
atmosphère de possibilités élargies est extrêmement féconde quand précisément on est aux prises avec des problèmes de fondement. Donc je vais légèrement amender ces phrases. Donc la première, c'est de faire valoir que la question du destin superlatif des théories concerne toute théorie, pour la raison suivante, c'est que quand on réinterprète, quand on dépasse une théorie, les motifs pour lesquels on réinterprète et on dépasse une théorie sont liés aux objets de la théorie, bien entendu, c'est lié à son domaine d'application. Mais le fait de réinterpréter est indépendant du domaine d'objet. C'est le fait de pouvoir reprendre une théorie, donc dans sa formalité, et de lui faire subir une transformation formelle, en quelque manière, qui lui permet de survivre comme canute. Deuxième aspect que, du coup, je vais infléchir dans la phrase de Gaston Bachelard, c'est que je vais appliquer le principe de relativité aux théories elles-mêmes. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on puisse trouver dans une filiation de théorie, puisque avec la phrase d'Einstein, on considère des enchaînements de théories. Et donc, il ne faut pas qu'on puisse trouver dans une filiation de théorie une raison suffisante pour spécifier une théorie de référence. Voilà. Donc, si on se trouve dans des conditions appropriées, on pourra interpréter des filiations de théorie comme étant des enchaînements relativisés. Et puis, dans la troisième phrase, c'est l'idée que ce que Gaston Bachelard appelle la dialectisation d'une notion, eh bien, je vais, au moins dans le cadre de cet exposé, l'interpréter comme une manière stratifiée et relativisée de faire fonctionner une notion. Et ce qui correspond assez bien, à mon sens, à l'idée de dialectique que Gaston Bachelard fait valoir tout au long de la valeur inductive de la relativité et dans tous ses travaux ultérieurs. Le deuxième repère méthodologique, c'est d'opérer avec une idée qu'on n'a pas. Et quand on veut réinterpréter des théories, une manière de faire, je ne dis pas que c'est la seule, mais une manière de faire, c'est de faire valoir qu'il y a une idée qu'on n'avait pas eue. La difficulté avec ce genre d'approche, c'est que une idée qu'on n'a pas, c'est pas quelque chose qui est caché ou dissimulé. C'est une idée qu'on n'a pas. Et donc on ne l'a pas. Et c'est en ce sens-là du non-avoir lieu. Donc une idée qu'on n'a pas, c'est pas une idée qui existerait quelque part et qui serait cachée. C'est quelque chose qui n'a pas lieu. Et donc il faut l'analyser sous cet angle-là et l'attraper, si je puis dire, en tant que c'est du non-avoir lieu. Ce qui est un petit peu difficile, puisque du non-avoir lieu, on ne peut pas l'attraper comme tel, et c'est seulement dans le temps, ou selon des points de vue, qu'on peut considérer qu'une idée, on ne l'avait pas eue, donc avec une idée d'évolution, ou une idée qu'on ne peut pas avoir dans un point de vue, on peut éventuellement l'avoir dans un autre. Alors c'est quelque chose qui concerne aussi bien les consciences individuelles que les consensus. C'est-à-dire que quand une communauté éventuellement scientifique a en commun une idée qu'on n'a pas, eh bien personne ne l'a. Voilà, alors une des caractéristiques du non-avoir lieu, c'est que je ne peux évidemment pas garantir que mon savoir est lié d'une idée que je n'ai pas. Je ne peux pas m'empêcher, de quelque manière, si on peut dire ça comme ça, d'avoir des idées que je n'ai pas. Et donc, je n'ai aucun moyen de m'assurer qu'un savoir est délié, donc
donc que ce soit une conscience individuelle ou un consensus intersubjectif, est délié de quelque chose qui m'échappe, pour dire ça de manière plus familière. Et si j'essayais de dire une idée que je n'ai pas, bien je ne peux pas à la fois nommer et déterminer cette idée et en même temps affirmer que je ne l'ai pas. C'est quelque chose qui est voisin, disons, du paradoxe du menteur. Voilà, donc ce n'est pas une erreur à rectifier, ce n'est pas en trop, mais c'est plutôt en moins, et c'est quelque chose qui fait défaut dans mon savoir. Alors, il est clair qu'il y a beaucoup d'idées qu'on n'a pas, ça c'est pas un problème. Le problème intervient quand on s'intéresse à des problèmes fondamentaux. C'est-à-dire, c'est d'autant plus important et intéressant que l'idée qu'on n'a pas concerne des cadres fondamentaux. Voilà, et c'est ce qui m'amène à un troisième repère méthodologique qui est ce que j'appelle des effets d'insu. Donc j'ai dessiné des balances de manière très symbolique. Et un effet d'insu, c'est quelque chose qui va être en équilibre avec une idée qu'on n'a pas. Alors, première solution qui équilibre les choses, quelque chose qui n'a pas lieu s'accorde avec une idée qu'on n'a pas. C'est de non-avoir lieu de part et d'autre. Et donc, puisqu'on n'en a pas l'idée et qu'en même temps il n'y a rien à mettre en regard, eh bien, la chose est en quelque sorte en équilibre, un peu comme l'idée de l'adéquation entre la chose et la chose pensée, sauf que dans ce cas-là, c'est du non-avoir lieu. Du néant s'accorde très bien avec une idée qu'on n'a pas. Je vais vous donner un exemple dans la suite, parce que c'est avec des exemples que ça prend tout son sens. Mais il y a un autre équilibre possible, et c'est celui qui m'intéresse, c'est le fait de pouvoir mettre en équilibre une idée qu'on n'a pas avec quelque chose qui se manifeste comme rien. Quand quelque chose se manifeste comme rien et qu'on n'en a pas idée, eh bien on s'en aperçoit pas. Et c'est ça le principe de l'effet d'insu, c'est-à-dire que l'équilibre s'établit de manière temporaire et éventuellement vulnérable, puisqu'on peut faire pencher la balance, soit parce que l'idée vient, quelque chose qui vient à l'idée, soit parce que ça ne se manifeste plus comme rien, ou qu'on le remarque, par exemple. Voilà, donc c'est ça un schéma, ce que j'appelle le schéma d'un effet d'insu, l'équilibre inaperçu qu'il y aura eu entre quelque chose qui se sera manifesté comme rien et une idée qu'on n'aura pas eue. C'est très résistant, parce qu'une idée qu'on n'a pas, tant qu'on ne l'a pas, eh bien ça résiste. Alors on peut dire, donc, schématiquement, que dans le premier équilibre, de manière très imagée, le rien est à proximité. Il n'y a pas besoin d'une médiation pour que du non-avoir lieu n'agisse pas. Ça marche tout seul, si on peut dire. Alors que de l'autre côté, le se manifester comme rien suppose une médiation d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir recueillir des traces. Voilà, donc premier temps, donc c'est l'équilibre entre une idée qu'on n'a pas et quelque chose qui se manifeste comme rien. Et donc ça intervient aussi, par exemple, dans les expérimentations. C'est-à-dire quand on a une expérience qui marche, eh bien c'est que ce dont on n'a pas idée ne se manifeste que comme rien. Ça ne dérange pas. Et donc, dans le fait même d'expérimenter, est incorporé, disons, dans les conditions d'objectivation, à moins de supposer qu'on ait accès à un savoir ultime et définitif, est incorporé quelque chose qui échappe. Voilà, le premier temps, c'est une décision d'interprétation. Quelque chose vient à l'idée, ou quelque chose qui avant ne se manifestait pas, ou pas beaucoup, qu'on remarque. Donc,
devient une décision d'interprétation et oui, je vais mettre le premier truc. Voilà. Et rétroactivement, on s'aperçoit que ce dont on n'avait même pas eu idée devient l'emplacement de ce qui correspond dans l'état antérieur à ce qui n'était rien. Donc on peut comprendre rétroactivement que l'effet d'insu s'évanouit au second degré, c'est-à-dire qu'il y a premièrement l'évanouissement entre une idée qu'on n'a pas et quelque chose qui se manifeste comme rien, et cet équilibre lui-même s'évanouit, c'est-à-dire qu'on ne l'aperçoit pas. Et donc c'est ça que j'appelle un évanouissement au second degré. Et ça produit dans le savoir ce que j'appellerais un défaut qui ne fait pas trop. Il y a un défaut de savoir, mais il ne dégage pas de manque apparent. Et c'est évidemment une fois que l'équilibre est rompu que les choses se modifient. Alors, je vais prendre un petit exemple, c'est pour ça que vous allez reconnaître quelque chose de vous. Donc, je vais extraire un tout petit fragment de l'élaboration de Copernic qui concerne la supposition que les mouvements de la Terre ne se perçoivent pas. Et ça, c'est l'idée que les anciens, disons Aristote, Ptolémée, etc., n'avaient pas eu. N'avaient pas eu l'audace d'imaginer et de faire valoir que les mouvements cosmologiques de la Terre, donc dans une conception géocentrique, pouvaient ne pas produire d'effet apparent sur Terre, exactement comme en ce moment nous imaginons que la Terre est immobile, dans la mesure où nous n'avons pas la sensation d'immobilité. Donc on voit ici ce qui était la cosmologie antique, c'est que la Terre est sans mouvement, donc c'est quelque chose qui est du non-avoir-lieu dans son essence, et normalement dans l'expérience, on n'aperçoit aucun mouvement, ce qui est normal, puisque ce qui est sans mouvement ne produit pas d'effet de mouvement. Donc ça s'équilibre. C'est de part et d'autre du rien. Une absence de mouvement réel correspond à une absence de mouvement aperçu. Et donc, c'est du rien et on est, en quelque sorte, immédiatement en contact avec le rien. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais rien n'est plus proche, en quelque manière, que le non-avoir-lieu. Alors, quelle est la décision d'interprétation de Copernic, dans ce point de vue-là? Eh bien, c'est de reconstituer un autre équilibre, qui est, avec les éléments homologues de part et d'autre, le double mouvement cosmologique qui lui est affirmé, puisque c'est le but de la construction de Copernic, est néanmoins équilibré du point de vue des sensations qu'éprouvent les terriens, en tant que le double mouvement se manifeste comme rien, physiquement, au niveau de la Terre. Je pense que vous en tenez compte, mais si vous voulez, il y a une explication par Copernic des raisons pour lesquelles nous ne percevons pas oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Il récupère les mouvements circulaires uniformes de la dernière sphère. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a tout un discours. Et ensuite, vous savez qu'il a agrandi l'univers, précisément parce qu'il est au-delà de notre perception. Donc, le mouvement est sous notre perception. Tout ça, vous le savez. Donc, En tout cas, moi, j'extrais juste une facette de cette construction complexe pour dire simplement, globalement, vis-à-vis des terriens au quotidien, tant qu'on ne tient pas un discours qui permet d'expliquer, ou en tout cas d'admettre, que le mouvement se manifeste comme rien, eh bien, c'est pas acceptable. On ne peut pas imaginer et accepter le système
héliocentrique. Voilà. Vous savez, c'est un slogan galiléen, le mouvement est comme rien, quasi nihil. Ça lui est emprunté grâce à Bernard Maille qui est ici. J'ajouterais une longue phrase qui est restée gravée, c'est celle de Husserl. La terre ne se meut pas. Ou là, il donne des raisons. C'est une autre question. Pour laquelle on ne perçoit pas. J'en ai pas mal à avoir. Le point important ici, c'est que ce qui antérieurement, donc dans la cosmologie aristotélicienne et ptoléméenne, était croyance absolue, certitude, etc., change de statut par l'effet de la réinterprétation et devient un effet fictionnel sans aucune efficience. C'est-à-dire que la terre immobile d'Aristote n'a jamais rien porté. Jamais. Et donc, dans la réinterprétation qui est ici, ça produit rétroactivement un changement de statut qui est que ce qui était le plus solide en quelque manière passe au rang d'effet fictionnel sans aucune efficience. Et donc c'est un point tout à fait capital parce que ça va permettre, par les réinterprétations, de comprendre que ce qu'on affirmait comme absolu, comme certitude, comme croyance, etc., on peut le nier exactement dans les mêmes termes. Ça veut dire qu'il n'y a pas à dire que c'est faux ou vrai, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'effet fictionnel, antérieurement, c'est en tout cas rétroactivement comme ça qu'on peut le comprendre, enveloppait déjà l'effet d'insu qu'on déplie par la réinterprétation. Voilà. Et donc, dans les problèmes fondamentaux, c'est tout à fait important parce que on peut récuser des principes extrêmement solides si on arrive à montrer que c'était des effets fictionnels sans efficience. Voilà. Et donc, c'est une stratégie, disons, de discours qui est tout à fait importante pour le genre de choses qui m'intéressent. Alors pourquoi est-ce que j'en suis venu à des questions de cette sorte ? Bien, quand on considère l'informatique, c'est une sorte de Janus qui regarde d'un côté, du côté de l'empirie, des ordinateurs, des machines, etc., transmission et autres, et de l'autre côté, du côté de l'écriture, en particulier de la formalité mathématique. Et l'articulation entre les deux est portée ou acceptée ou comprise comme une fiction qui est que tout se passe comme si les dispositifs à état discret manipulaient des écritures. Alors, première difficulté, c'est que dans les ordinateurs, il n'y a pas d'écriture. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas dire à proprement parler que les ordinateurs manipulent des écritures. En revanche, ils sont assujettis à l'usage de l'information, au sens de l'informaticien, qui n'est pas l'information de Shannon. Et si on n'a pas bien en tête les considérations sur l'information, on a en général un peu de mal à faire fonctionner un ordinateur. Et de l'autre côté, il y a bien des écritures, mais l'information y est totalement absente. Au sens où les fondements des mathématiques, si je puis dire ça comme ça, n'ont pas été modifiés du fait de l'intervention de considération d'information. Ça n'a pas bougé, y compris au niveau des théories de la calculabilité. Voilà, donc première bizarrerie, il y a un concept incontournable d'un côté, et il y a une espèce d'effet de complémentarité qui articule les deux. Puis deuxième chose très importante, c'est qu'en informatique, on ne peut rien faire si on ne fait pas intervenir des niveaux, ne serait-ce que parce que rien qu'ici, l'usage de ces appareils exclut en pratique qu'on s'intéresse au niveau binaire, etc. Et donc, l'intervention des niveaux est tout à fait essentielle.
Et de l'autre côté, donc, et on pense ça comme des écritures, et de l'autre côté, les écritures sont considérées comme irréductibles. Et donc, il y a une bizarrerie qui fait que, d'un côté, les niveaux sont incontournables, alors c'est là où il va falloir préciser en quel sens, alors que de l'autre côté, c'est un effet de socle, hein, l'écriture est irréductible, et les lettres sont insécables, le discret fini en tout cas est lui-même insécable, et dans cette mesure-là, il y a encore de nouveau une espèce d'effet de complémentarité. Voilà le problème. Est-ce que ça a un sens de parler de niveau? Mais en quel sens? Est-ce que la considération de l'information est simplement une chose secondaire et qui ne présente pas d'intérêt? Voilà, c'est le problème qui est posé. Et c'est un Janus parce que, comme il regarde des deux côtés à la fois, il n'a qu'une seule tête. Et donc, si on l'interroge, il va bien nous raconter comment il fait, lui, pour s'en sortir avec ça. Et donc, c'est ça l'idée de l'analyse en termes de niveau, c'est essayer de comprendre, s'il y a lieu de comprendre, ce qui se passe dans ce genre de situation. Alors, usuellement, le discret ordinaire, ce que j'appelle le discret ordinaire, c'est des quelque chose sans rien entre. Voilà, je vais faire des quelque chose sans rien entre. C'est le discret fini, irréductible, qui est la manière usuelle de comprendre les choses. Mais quand on regarde l'usage qu'on en a en informatique, il n'y a pas du tout rien entre les états. Si on raisonne en termes de changement d'état, ce qu'il y a entre les états, c'est l'effectivité des transitions. Et donc, on se dit que, tiens, c'est curieux, il y a quelque chose qui est tout à fait incontournable, parce que si ce n'était pas effectif, ce ne serait pas utilisable, en tout cas pas dans ces termes, et ça a l'air de se manifester comme rien. D'où l'idée de considérer que le discret, c'est dit quelque chose avec rien entre. C'est simplement que pour diverses raisons, il est utile, intéressant, efficace, etc., d'admettre que, sous réserve éventuellement de certaines contraintes méthodologiques, l'effectivité puisse se manifester comme rien entre les états. Voilà, donc je vais extraire deux citations. L'une qui est... il y a évidemment un problème d'articulation discret-continu qui se promène. Il est clair que au moment où je fais le petit dessin là sur l'effet discret, je sous-entends qu'un discret bien compris a même ampleur, je ne sais pas comment dire ça, même tessiture qu'un continu. Il n'y a pas de trou dans le discret. Et donc, ça permet de s'acheminer vers l'idée que le discret est seulement un effet. C'est un effet apparent, mais ça n'a pas de réalité comme telle. Voilà, donc il y a une jolie phrase, une jolie citation de Émile Maveniste sur rythmos, pour le rythme, en grec, et où il souligne, dans cette manière particulière de fluer, de s'écouler, l'éventualité que ça puisse aller jusqu'à ressembler à des lettres. Ce qui est quand même assez intéressant sous cet angle-là. Donc c'est le rythmos apparenté au rime, au fluet, et ça ne peut pas ne pas évoquer un peu plus loin le Pantarei d'Héraclite. Deuxième citation, elle est empruntée à Turing, dans un article de 1950, très célèbre, où il dit explicitement cet aspect des choses sur l'effet discret. Donc les calculateurs digitaux, comme l'emploi l'expression, peuvent être compris comme des machines à état discret. Elles se déplacent par des sauts soudains d'un état à un autre. Et les états sont suffisamment distincts pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion. Et il ajoute, strictly speaking, à proprement parler,
de telles machines n'existent pas. En fait, tout se déplace de manière continue, mais il y a de nombreuses espèces de machines qu'on peut avantageusement considérer comme étant des machines à état discret. On est tout à fait dans cette idée d'un effet de discret, hein, et qu'on ne peut pas comprendre comme une chose qui ait réellement lieu. Alors c'est ici que interviennent les niveaux de détermination. Donc j'ai repris le petit schéma que j'ai fait à l'instant. Et la première remarque à faire, c'est que au moment où on raisonne avec des niveaux, du moins tels que l'informaticien et tous les utilisateurs s'en servent, c'est qu'il n'y a qu'un seul niveau qui tient lieu de réalité à la fois. Hein, par exemple, vous avez une machine ici, j'utilise PowerPoint, qui est un logiciel, on n'imagine pas que ça s'additionne. Hein, c'est pas comme un gâteau, hein, où on met une couche de chocolat, une couche de crème, etc. C'est-à-dire que, à un moment donné, où, selon un point de vue, on choisit de prendre un certain niveau comme étant la référence, ce qui est au-dessus, ce sont des effets. Là, en ce moment, il y a une machine avec un processeur qui produit des effets d'image. Mais les images comme telles n'existent pas. Ça, c'est au-dessus. Et en dessous, c'est l'effectivité, c'est ce qui est encore pris dans la glu, si je puis dire, dans la glu du réel, je peux dire ça comme ça, qui assure le fonctionnement effectif des choses. Et ce qui est, entre guillemets, réalité, c'est simplement un effet. Et donc, quand on raisonne de cette manière dans les niveaux, je placerai toujours un petit œil pour dire selon quel point de vue et selon quel niveau je présente des schémas ou je tiens un discours comme étant le niveau qui tient lieu de réalité. Et c'est important parce que quand on change de niveau, les réalités changent de statut. C'est ça qui est très, très surprenant. Ce qui est réel d'un point de vue est une fiction d'un autre, simultanément. Exactement comme tout à l'heure dans les effets d'insu, hein, quand on réinterprète une théorie, ce qui passait pour réel, ou certain, devient un effet fictionnel. Alors, je prends un petit exemple, je ne vais pas vous m'y étendre trop longtemps, mais je vais quand même dire en 2 mots d'où il vient. C'est extrait d'une petite machine des années 70, où c'est une machine qui tenait dans un carton à chaussures. Ce n'était pas encore les micros de l'époque, c'était des mini, mais il y avait un niveau qui était présenté, langage machine, donc on est déjà en binaire, comme étant une architecture à 12 bits, c'est-à-dire des cases mémoire sur 12 bits, et les opérations se faisaient par paquet de 12 bits. Et moi j'ai appris à programmer sur cette petite machine-là. Et à la fin de l'année, à la fin de la première année, les enseignants nous disent bon non, finalement, c'est pas vrai du tout. C'était une machine en architecture 4 bits. Beaucoup plus simple, avec beaucoup moins de circuits. Et chaque opération est décomposée en 3 morceaux enchaînés, chacun opérant sur 4 bits. Et donc j'ai été obligé de constater que j'avais appris, en croyant dur comme fer que c'était la réalité, quelque chose qui, un peu plus tard, devient purement un effet fictionnel. Et donc là, il y a un changement de niveau, typiquement comme je le dis, c'est-à-dire où le statut change comme on change les niveaux. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les états eux-mêmes sont éclatés, hein, ils sont décomposés, et donc c'est ce qui fait, comme effet, qu'un état élémentaire va se trouver décomposé en une suite d'états élémentaires du niveau d'en dessous, et qu'une transition élémentaire au niveau le plus élevé se décompose en une suite de transitions élémentaires au niveau inférieur.
Voilà. Et donc il y a dans ce procédé ce que j'appelle une augmentation de détermination, hein, c'est-à-dire on dit plus précisément comment on veut que les choses soient comprises. Donc si après on superpose les deux schémas, bien, on voit très bien que ce qui va devenir la réalité la réalité entre guillemets, quand on prend le niveau le plus bas, était, où on comprendra que tout se passe comme si, ce niveau-là était enveloppé en quelque sorte en effectivité sous-jacente au niveau le plus abstrait. Et inversement, le niveau initial devient un effet fictionnel dans le niveau d'après. Donc c'est tout à fait essentiel parce que c'est ça qui permet de comprendre que les niveaux s'excluent les uns les autres, qu'il n'y en a qu'un seul à la fois qui puisse être affecté d'un coefficient entre guillemets de réalité, et que tout le reste, ce sont des effets fictionnels. Et ce que vous voyez ici, c'est tout à fait ce genre de choses avec les projections. L'idée, donc, ici, c'est de considérer qu'il y a deux ascenseurs, en quelque sorte. L'un pour monter, et on fusionne, on réunit plusieurs transitions, plusieurs étapes pour en faire un seul, et dans l'autre sens, on éclate, c'est-à-dire on décompose des états et des transitions pour en faire des choses plus fines. Et il s'ensuit une conséquence importante, c'est qu'un noir, donc, un état qui est considéré comme discret et irréductible à un niveau, se décompose, est éclaté avec des noirs et des blancs. Et réciproquement un blanc, c'est-à-dire une transition entre états, se décompose avec des blancs et des noirs. Et ça veut dire qu'il y a une sorte d'effet de dualité entre les transitions et les états. Et donc les deux se tiennent et on ne peut pas travailler sur l'un sans travailler sur l'autre en même temps. Donc ça c'est un point tout à fait capital et c'est un procédé qui est sans fin en son principe puisque à chaque fois qu'on éclate, il y a encore plus de choses à éclater. Et donc, de manière imagée, plus on est précis, plus on décompose les choses, et plus il y a encore de choses à dire. Et donc, c'est un procédé, un développement qui est sans fin. Alors ici, donc, j'ai entouré en rouge un motif qui nous intéresse, qui est le comorien, c'est-à-dire on voit que ce qui, dans le discret binaire, est considéré comme rien entre les états, en fait, peut être éclaté. Et l'idée, c'est de comprendre qu'on peut éclater du rien. Et donc, si on ramène ça à l'état antérieur, on a ici un exemple de ce qu'on peut comprendre comme étant se manifester comme rien, et qui permet de décomposer et d'éclater les aspects discrets, irréductibles, par changement de niveau, pour en faire des choses qui ne sont évidemment pas irréductibles. Donc voilà un peu le panorama, disons, de la réflexion, puisque ici on se donne les moyens, y compris dans des domaines formels, de pouvoir considérer et travailler en quelque sorte la matière des entre-deux. Voilà, donc maintenant on a un peu précisé en quelque manière la liste des problèmes. Donc il y a une série d'oppositions, ce qui est sécable par éclatement-fusion d'un côté est compris comme insécable de l'autre. Ce qui est discret avec rien entre est compris comme discret sans rien entre de l'autre côté. Je n'insiste pas sur le problème de l'identité, mais il y a un problème au niveau d'une indétermination, je laisse en point d'interrogation, je n'insiste pas, alors que les lettres sont munies d'une identité à soi. Et il y a une question d'homogénéité, point d'interrogation,
et je vais dire dans un instant pourquoi les écritures peuvent être comprises comme homogènes. Voilà. Donc, on a un effet de stratification sans fin en son principe d'un côté, puisqu'on peut toujours éclater, et un effet de socle unique, discret et irréductible de l'autre. Alors, première question, donc j'ai fait des petits dessins en suggérant que quand je présente les choses à la verticale, ça signifie des niveaux, et puis quand je les présente à l'horizontale, ça signifie des changements d'étape, des choses à plat. Question, c'est est-ce que ça a un sens? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une aimable manière de faire des jolis dessins, mais qui, conceptuellement, n'a aucun sens? Donc, première question, une différence de niveau est-elle réductible à une différence à plat? Deuxième question, il est clair que du côté informatique, compte tenu de la fiction de la manipulation des écritures, je vois des écritures à différents niveaux, alors que ça s'aplatit de l'autre côté. Question, c'est peut-on composer à plat des écritures dont on dit qu'elles appartiennent à des niveaux différents? Donc la question est, est-ce que le concept de niveau a un sens? Et si oui, lequel? Voilà comment les choses se présentent. Alors il y a disons, pour aborder ce problème, j'ai reconstitué une conjecture, mais avant de parler de cette conjecture, j'ai extrait une citation de Alain Badiou, qui est dans un numéro des Cahiers pour l'analyse de 69, où il soutient, il affirme, il considère que, premièrement, l'identité à soi n'est pas un prédicat des objets, c'est-à-dire les choses ni les objets ne sont assujettis à la problématique de l'identité à soi, ce qu'on retrouve par exemple chez Schrödinger et chez d'autres auteurs. Donc la règle de l'identité à soi, mais pour un prédicat des marques. Ça veut dire que l'identité sous cet angle-là, et telle que le présente Badiou, ne concerne que les marques, sous-entendu l'écriture. La règle de l'identité à soi ne tolère pas l'évocation, même rejetée, de ce qui s'y dérobe. Ça intervient dans une discussion, notamment où il est question de Frege. Le non substituable à soi-même, salva veritate, selon la formule de Leibniz, et je l'ai mis entre crochets parce que Badiou il fait référence 2 ou 3 lignes au-dessus. Le non substituable à soi-même, donc sous-entendu pour les marques, donc pour les écritures, est un impensé radical dont le mécanisme logique ne porte pas trace. C'est-à-dire, si vous n'accordez pas la supposition de l'identité à soi des lettres, eh bien, vous ne pouvez plus rien faire. Et donc, une lettre est toujours substituable à soi-même. Il n'y a pas de circonstances dans lesquelles une lettre ne pourrait pas être substituée à elle-même. Voilà, c'est en tout cas comme ça qu'on comprend l'impensé radical dont parle Badiou. Alors, j'ai reconstitué une conjecture d'homogénéité qui dit la chose suivante. Il est impossible, donc de manière pratique, ici et maintenant, d'exhiber 2 écritures qu'on pourrait effectivement tracer chacune séparément, mais qu'on ne pourrait pas effectivement composer pour former une écriture. Ça veut dire, dès l'instant où vous pouvez montrer 2 écritures, elles s'entre-appartiennent, elles appartiennent à un même monde d'écriture. Donc c'est une conjecture, qui signifie une homogénéité de l'écriture ordinaire, c'est l'écriture qu'on utilise à tout bout de champ, et qui a une petite propriété, donc je le conserve sous statut de conjecture, étant entendu que toute tentative de rapporter un contre-exemple de cette conjecture supposerait qu'on exhibe ces 2 écritures, ce qui revient
affirmer la conjecture. Donc c'est un schéma d'argumentation qu'on trouve déjà chez Aristote. C'est ce qu'il appelle les démonstrations par réfutation. C'est-à-dire que la tentative de réfuter la conjecture la confirme. Puisque je suis obligé d'abord d'avoir composé mes écritures pour pouvoir former la proposition qui affirme la négation de la conjecture. Néanmoins, je m'abstiens d'appliquer le principe du tiers exclu. Ce n'est pas parce que je fais valoir l'impossibilité de rapporter un contre-exemple que je vais considérer ça comme vrai. Je vais le laisser comme conjecture, parce que si j'essaie d'affirmer que la conjecture est une proposition vraie, elle présuppose, pour être affirmée comme proposition, qu'on ait déjà composé des écritures. Et donc, tenter de logiciser cette proposition aurait pour effet, disons, d'amorcer une pétition de principe. Puisqu'il faudrait déjà supposer que les écritures sont homogènes pour pouvoir former la proposition. Cette proposition est vraie. Donc on suppose déjà acquis ce qui est en question. Et donc c'est la raison pour laquelle je laisse ça sous statut de conjecture, pour une raison que vous allez rapidement comprendre. C'est à cause de l'impensé radical, puisque contester la conjecture reviendrait à exhiber deux écritures qui ne seraient pas substituables salva veritate. Donc, si Badiou a raison, l'impensé radical, on ne peut pas passer outre. Sauf si on applique des stratégies de raisonnement qui sont liées à des changements du monde. Donc, une manière d'approcher ça, c'est une phrase de Angelus Silesius, qui est un mystique rhénan, c'est un contemporain de Descartes. Das Überunmöglichste, c'est-à-dire unmöglich, c'est impossible, unmöglichste, c'est l'impossibilité superlative, et le Überunmöglichste, c'est l'outre-impossibilité superlative. Eh bien, au-delà de l'impossibilité superlative, il y a du possible. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer l'outre à une impossibilité. Voilà. Et donc, l'enjeu des niveaux, puisque si les écritures sont homogènes, elles sont toutes au même niveau, il n'y a pas de niveau dans l'écriture. Donc la question est terminée. Si on veut donner un sens au niveau, y compris dans les écritures, il faut pouvoir passer outre à la conjecture. Mais on sait qu'on ne peut pas la récuser. Voilà. Donc il va falloir procéder autrement pour se délier, disons, de l'impossibilité liée à la conjecture. Remarque, c'est ça qui a attiré mon attention, dont le mécanisme logique ne porte pas trace. Ça veut dire, si on arrive à trouver un discours dans lequel les différences de niveau et du coup le problème de la conjecture d'homogénéité se projettent comme rien dans la logique, alors on peut y aller. C'est ça qui est l'enjeu dans des recherches de fondement, c'est de chercher quelque chose qui va ouvrir une atmosphère de possibilités élargies, de telle manière que ce quelque chose qu'on ajoute se projette comme rien dans le cadre de l'impossibilité dont on sait qu'on ne peut pas s'en affranchir. Voilà, c'est ça l'idée. Je vous accorde que c'est un peu bizarre, mais c'est à mon sens la manière de s'y prendre. Et on peut y aller. Et donc maintenant, il suffit de... Enfin, il suffit. On peut proposer ce que j'appelle des schémas d'interprétation, c'est-à-dire que si on est dans des circonstances où les schémas s'appliquent, ben on les applique, et s'ils ne s'appliquent pas, eh bien on ne les applique pas, et puis on en reste là. Alors, première remarque pour
ces schémas concernant les niveaux, c'est le rasoir d'Occam. Il est clair que si des différences de niveau sont réductibles à des différences de plat, ce n'est pas la peine de se fatiguer à élaborer des différences de niveau. On l'a déjà. D'où un premier principe, qui est un principe d'irréductibilité. S'il y a sens à parler d'une différence de niveau, et donc là ce sont des différences de niveau de platité, intuitivement ça se comprend, que si la détermination de cette différence implique son irréductibilité à un seul niveau. Parce que si vous pouvez écraser les niveaux dans de la plat, votre concept de niveau, c'est éventuellement un concept pratique, un concept de confort, etc., mais ce n'est pas un concept fondamental. Et donc, à ce moment-là, on explique comment on réduit les niveaux à de la plat. Donc, si on veut parler de niveau en un sens fondamental, eh bien, il faut affirmer un principe d'irréductibilité pour que le concept vaille la peine d'être posé et qu'il ne tombe pas sous le couperet du rasoir d'Occam. Deuxième remarque, ce que j'ai présenté concernant l'informatique, c'est, ça m'a servi, en tout cas à moi, d'un terrain d'expérience, mais il n'y a pas de raison que les niveaux tels que l'utilise l'informaticien deviennent la norme générale. Donc, la deuxième idée, c'est de considérer non pas les niveaux pour eux-mêmes, mais le rapport des niveaux à la plat. D'où un principe de codétermination qui signifie qu'une différence de niveau et une platité se codéterminent l'une l'autre. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on veut déterminer une platité, il y a une différence de niveau corrélative qui est déterminée, et réciproquement. Et ça veut dire donc qu'il n'y a pas de niveau en général, ni de platité en général. Ce sont des notions qui vont se codéterminer l'une l'autre. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure. Et il y a un slogan qui arrive, pas de différence de niveau sans platité, et pas de platité sans différence de niveau. Les deux s'entre-déterminent, se codéterminent l'un l'autre et s'impliquent mutuellement. Ça se voit d'ailleurs en informatique, au moment où, dans les exemples de tout à l'heure, j'ai dit, il y a on prend un certain niveau un certain niveau comme étant la réalité, ça revient à dire que je ne peux pas discrétiser si je n'ai pas en même temps un niveau plus ou moins explicite qui est déterminé ainsi. Et on ne peut pas discrétiser en soi. Ça revient aussi à dire ça. Et puis, troisième principe, puisque je me propose d'aller dans le sens d'une relativité, principe de relativité des niveaux, c'est la transposition de l'énoncé de Bachelard. Il ne faut pas qu'on puisse trouver dans une différence de niveau de platité une raison suffisante pour spécifier un niveau de platité de référence. Ça, c'est la relativisation, et qui signifie pas de niveau de référence, pas de premier niveau, pas de dernier niveau, pas de seul irréductible. Voilà, c'est là où l'idée de relativité intervient, c'est l'exigence de rechercher une construction dans laquelle on puisse, s'il y a lieu, et si c'est possible, obtenir une construction relativisée dans ce sens-là. Alors, je vais appliquer ça à l'écriture, donc là, c'est les schémas généraux, et puis je vais instancier ça sur l'écriture, et ça va nous donner les principes de stratification pour l'écriture. Donc la transposition du principe d'irréductibilité, les niveaux ne sont pas écrasables, devient un principe d'incoprésentabilité des écritures. Ça veut dire deux écritures référées à deux niveaux différents sont incoprésentables dans un même niveau. Ça veut dire simplement que si je parle de niveau d'écriture, évidemment je ne peux pas les mettre à plat. Sinon, ce n'est pas la peine que je parle de niveau. C'est toujours le rasoir d'Occam qui est sous-jacent à ces raisonnements.
C'est-à-dire, si j'admets que je peux aplatir mes niveaux, ça veut dire que mon concept est un concept dérivé, ce n'est pas un concept fondamental. Alors il s'ensuit, alors évidemment, des conséquences très surprenantes, puisque les écritures de niveaux différents sont incomparables, puisqu'on ne peut pas les co-présenter. Elles sont compossibles au sens de Leibniz, c'est-à-dire elles appartiennent bien au même monde, mais elles ne sont pas co-présentables dans un même niveau. Elles sont incomposables, puisqu'elles ne sont déjà pas co-présentables, et a fortiori on ne peut pas les composer. Elles sont inaplatissables, puisque c'est la condition pour faire des niveaux, et il s'ensuit évidemment un effet d'indétermination, puisqu'on ne peut pas comparer des écritures de niveaux différents, et donc il y a une indétermination quand on va vouloir tenter de se raconter comment on passe d'un niveau à un autre. Alors, principe de relativité des niveaux d'écriture, c'est la transposition, comme je l'ai fait à l'instant, du principe de relativité générale. C'est repris dans les mêmes termes et s'ensuit un principe que je vais appeler principe d'invariance restreint, qui est l'idée suivante, c'est que puisque les niveaux d'écriture sont incoprésentables et incomparables, eh bien ça veut dire que tout ce qui peut être déployé dans un niveau doit pouvoir l'être aussi dans les mêmes termes dans tout autre niveau. Et ça évoque évidemment quelque chose qui est qu'un niveau d'écriture fonctionne comme un référentiel d'inertie. Dans un référentiel d'inertie, les lois de la physique classique sont vérifiées dans les mêmes termes, quel que soit l'état de mouvement du référentiel d'inertie. Et bien là, c'est la même chose. C'est quel que soit le niveau d'écriture, puisque les écritures, on ne peut pas les comparer les unes avec les autres, eh bien, ça revient à dire que tout se passe comme si on opérait sur une multiplicité de niveaux indiscernables. Ça revient à dire que la différence de niveau se manifeste comme rien, puisqu'on ne peut pas comparer des écritures de niveaux différents. Et c'est ça qui motive la métaphore de... excusez-moi, je vérifie que c'est pas... je vais voir qui m'appelle, non. Et donc c'est ça qui motive la métaphore du référentiel d'inertie. Quand on regarde bien une multiplicité de niveaux indiscernables dont on ne peut pas faire la différence factuellement, c'est ça qui produit, enfin, qui peut se comprendre par réinterprétation comme l'effet apparent d'un socle unique, homogène et irréductible. Ça veut dire qu'on ne sait pas quel étage on est. Ça revient à dire que, avec ces principes-là, on réinterprète l'effet de socle irréductible comme étant une multiplicité de niveaux indiscernables les uns des autres. Question, c'est qu'on peut strictement rien faire de ça. Puisque les écritures sont inreprésentables, les différences de niveau ne se manifestent comme rien, et donc par conséquent c'est un discours qui est complètement vaporeux et qui ressemble au problème formulé par Einstein, combien d'anges peuvent tenir sur une tête d'épingle. Bon ben là c'est un peu la même chose, hein, c'est-à-dire on imagine des niveaux, mais on ne les imagine qu'à la condition qu'on ne puisse rien en faire, en quelque manière. Donc il va falloir trouver un moyen de les forcer à se manifester d'une manière ou d'une autre. Une parenthèse, c'est ça la conséquence d'une atmosphère de possibilités élargie. C'est ça qui fait que du coup... alors on peut, à partir de ce moment-là, formuler un principe de représentation. C'est-à-dire qu'on va forcer le collapsus, donc l'écrasement d'une différence de niveau, ce qui va se manifester comme des agencements coordonnés d'incohérence, des fissures, j'en parlais dans un instant, des glissements, j'en parlais dans un instant, des contradictions, etc. En fait, ce qui va arriver, c'est que c'est le discours qui affirme qu'il y a des niveaux
qui va se trouver pris en conflit avec la formalité selon laquelle il présente ces niveaux. Et pour que ça fonctionne, on suspend ou on ignore les éventuelles objections concernant ces incohérences, à moins qu'on n'en ait pas l'idée. Alors, on retombe sur la question de tout à l'heure, c'est-à-dire, on voit bien que dans les schémas, je n'arrête pas de me contredire, puisque je n'arrête pas de dire qu'il y a des niveaux incoprésentables, et tous mes schémas présentent des choses coprésentables, évidemment. Donc mon discours n'arrête pas de dire le contraire de ce qu'il prétend. Et mes représentations, et je pense que c'est une des sources de l'usage des diagrammes, c'est que les diagrammes permettent de donner sens à des choses qui, normalement, ne devraient être proscrites. Voilà. Donc, la question est toujours la même. Est-ce que, dans le fait que je représente des petits schémas avec des superpositions à la verticale, je dis autre chose que l'écrasement à plat? Eh bien, l'idée, c'est que quand je prétends mettre à plat des choses dont je dis que c'est impossible, j'introduis ce que je vais appeler une fissure dans l'aplat. C'est-à-dire, de manière très simple, ça veut simplement dire qu'on n'interprète pas les écritures assurées, qui sont supposées provenir d'un autre niveau, de la même manière que les écritures du niveau auquel on affecte la réalité. C'est-à-dire qu'on va changer de lunette, en quelque sorte, suivant que dans un aplat, on représente deux niveaux différents dont on affirme que les éléments sont incoprésentables et on force la coprésentation, mais en contrepartie, il y a une fissure dans l'aplat, fissure qui signifie simplement qu'on interprète différemment les différents termes de l'aplat. Alors, une remarque maintenant qu'on peut faire, c'est que si des écritures sont incoprésentables, on ne peut pas procéder à l'épreuve de substitution. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire que comme les écritures n'appartiennent pas au même niveau, on ne peut pas effectuer sur elles une épreuve de substitution, une substitution salva veritate, des marques, comme on l'a vu à l'instant avec Badiou, tout simplement parce que les écritures n'étant pas coprésentables, on ne peut donc pas exprimer la substitution. Donc quand on fait ça, c'est-à-dire quand on force l'aplatissement, eh bien on va distinguer ce que j'appellerais la présentation d'une lettre. C'est une lettre qui appartient, je dirais, de plein droit au niveau où on la considère, et la représentation qui est éventuellement une autre écriture, mais référée à un autre niveau. Et on n'a pas le droit, dans ce dispositif, de considérer que les deux écritures sont la même chose. D'où ce que j'appelle un glissement. Dans un glissement d'écriture, les écritures sont bien substituables salva platitate, ça veut dire en respectant le niveau auquel les écritures sont présentées, puisque la représentation est elle-même une présentation. Donc ça, on respecte l'impensé radical de Badiou, mais en le considérant uniquement pour un seul niveau de platité. Et puis l'autre côté, c'est « mais ça n'est pas substituable salva veritate », parce que mon discours dit que de toute façon, elles sont incoprésentables. Et donc, dans un glissement d'écriture, c'est le discours qui joue avec lui-même, en quelque sorte. Et il va donc, normalement, c'est l'usage normal des glissements, c'est on fait attention à ne pas traiter de la même manière deux écritures dont le discours contient affirme qu'elles sont référées à des niveaux différents. Oui. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir utilisé deux fois la même lettre X. Oui, c'est dommage. Oui, j'ai déjà créé une identité, donc une substitution
l'insécabilité. Non, ben non, parce que si elles sont de niveaux différents, elles n'ont aucun rapport. C'est ça. Les deux x à la verticale n'ont pas de rapport. Parce qu'on ne peut pas comparer les deux. C'est deux fois la même lettre. Ah bah oui, c'est exactement ça un glissement. C'est la même lettre au sens, parce que ça c'est un diagramme, hein, on est bien d'accord. Donc ça va être la même lettre ici quand on les met à plat. Et ça va être la même lettre dans le diagramme. Mais le diagramme est une représentation, et non pas une présentation. C'est ça qui est le sel. Parce que là c'est un peu abstrait, je suis d'accord. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Et très exactement sur ce problème-là. Alors, heuristique de la stratification, on fait marcher la mécanique à l'envers, c'est-à-dire face à un agencement d'incohérence à la fois coordonnée et restriction, on peut tenter, on peut essayer d'élaborer une interprétation comme si c'était l'effet du forçage d'une stratification. C'est une heuristique, ça veut dire si on considère que le schéma, que ces schémas d'interprétation valent la peine d'être appliqués, ben on les applique, sinon on ne les applique pas, et puis les choses restent. Alors, dernière chose, et après je passe aux exemples, pourquoi éclater, fusionner? C'est-à-dire quel sens accorder à ces deux espèces de machins dont on ne connaît pas très bien le statut. Première remarque, avec les niveaux, c'est que c'est évidemment très étranger à l'idée des aplats qu'on peut trouver, par exemple, dans les objets mathématiques ordinaires. En théorie des ensembles, tous les éléments et tous les ensembles coexistent à plat dans l'abstrait, ou au moins dans l'abstrait. Même quand on fait des diagrammes, style diagramme de Venn, l'ensemble qui contient des éléments, qui contient entre guillemets des éléments, est lui-même au même niveau que les éléments. Il n'y a pas de différence de niveau de ce point de vue-là dans l'abstrait. Alors que quand on prend des points de vue de stratification, c'est impossible. Puisque le principe, c'est justement qu'on ne peut pas mettre à plat. Alors, pour comprendre le sens de éclater et fusionner, il faut se placer dans l'idée que toute la construction des niveaux doit se manifester comme rien dans l'aplat, dans n'importe quel aplat. Donc ça veut dire qu'un rapport entre des écritures de niveaux différents, quand on cherche à le concevoir, ne doit être identifiable à aucun rapport entre des écritures d'un même niveau. Sinon, ce n'est pas la peine, on l'a déjà dans l'aplat. Doit se manifester comme rien dans chacun des niveaux, c'est toujours la même ritournelle, c'est le principe même de la construction. Voilà. Donc, quel rapport entre écritures est inconcevable dans l'aplat? Eh bien, c'est exactement éclaté. Ça n'a pas de sens quand on considère les lettres de l'écriture ordinaire, qui sont réputées insécables, ça n'a pas de sens de les éclater. Voilà. Et donc, éclater et fusionner, qui est l'opération inverse, sont des opérations qui entrent en conflit direct avec la supposition de l'insécabilité, d'ailleurs que ce soit de l'écriture ou du discret. Et donc, de ce fait, éclater et fusionner deviennent des candidats possibles, je ne dis pas que ce sont les seuls, mais des candidats possibles pour se représenter en quoi un rapport entre écritures de niveaux différents est autre chose qu'un rapport entre des écritures de même niveau. C'est ça le problème. Voilà. Donc c'est contradictoire à plat avec l'insécabilité, mais comme les écritures sont incoprésentables, je peux très bien affirmer qu'une écriture d'un niveau s'éclate dans une écriture d'un autre niveau, tout en maintenant dans chaque niveau la supposition de l'insécabilité des lettres. Je ne sais pas si vous suivez mon petit raisonnement, qui consiste à passer outre une impossibilité sans la récuser, et même en la renforçant. Parce que c'est plus j'affirme l'insécabilité des lettres,
plus mes opérations de changement de niveau ont un sens. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, dans l'éclatement, il y a une autre idée, qui est l'idée d'une conservation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de passer d'une chose d'un seul tenant à autre chose émiettée. C'est la même chose qui est émiettée. Et donc, il y a l'idée d'une conservation le long des éclatements, ou, à l'inverse, d'une fusion dans le cas des fusions. Voilà. Et donc, ça va nous conduire à l'idée de conservation d'un invariant. Il va y avoir des invariants qui s'entretiennent. C'est complètement évident, je dirais, quand on regarde de près le fonctionnement d'une machine. Au moment où on voit les choses à un niveau, par exemple, langage évolué, il est clair que quand on programme, on cherche à garder les effets qu'on veut. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Et il s'ensuit, mais je n'insisterai pas là-dessus, toujours un effet d'indétermination dans ce genre de choses. Alors, première conséquence, un changement de niveau, c'est une décision d'interprétation, ça n'est pas une opération. On change de point de vue, on change de regard, on change l'appréhension que l'on a des choses, et donc c'est une décision d'interprétation qui est assumée par un sujet. Alors, on peut, quand on combine l'idée de l'éclatement et l'idée de la conservation d'un invariant, avec ce que j'ai déjà dit sur les niveaux en informatique, on peut développer ce que j'appelle un cône de stratification, c'est-à-dire des développements dans lesquels chaque niveau joue le rôle d'un invariant pour les suivants. Au fur et à mesure que, en informatique, dans le jargon, on dit on implémente, et bien quand on implémente, on fait en sorte que l'implémentation préserve les propriétés que l'on a spécifiées au niveau précédent. Voilà. Et donc c'est ça que signifie l'idée d'un cône, avec l'effet de cône qui provient du fait que plus on éclate, plus on précise et on apporte de la détermination pour savoir comment sont les choses. C'est évidemment inspiré du conique, c'est-à-dire que dans un cône de stratification, au lieu que ce soit un cône géométrique qui est coupé par un plan géométrique, c'est un cône de détermination qui est coupé par un plan, par une platité. C'est l'image, disons, qui est suggérée par la métaphore du cône. Alors, il n'y a pas d'achèvement dans un développement régressif sans fin, et donc c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Donc ça, c'est, on pourrait dire, la première partie d'une relativisation, c'est qu'il n'y a pas d'achèvement des développements par ce procédé. En revanche, ce qu'il y a, c'est l'effectivité. Et il se peut qu'on ne sache pas en détail ultimement comment sont faites les machines. L'important, c'est qu'à un certain niveau, elles aient un fonctionnement qu'on puisse manipuler. Et c'est ça l'effectivité qui tient lieu de ce qu'il y aurait s'il avait pu être possible de tout déterminer. Et quand on raccorde les deux morceaux, un cône complet, il y a une partie développée apparente, c'est le discours explicite qu'on tient, etc. Et puis ce qu'on ne parvient pas à développer, ou ce qu'on ne veut pas développer, eh bien on le fait prendre en charge par un dispositif qui fait le travail, effectivement. Dans une machine de Turing, la machine, c'est le mathématicien. C'est lui qui apporte l'effectivité de la machine. C'est pas l'écriture, disons que la description d'une machine n'est pas une machine. De même que la carte n'est pas le territoire, etc., etc. Et donc, c'est l'effectivité qui vient se mettre dans les entre-deux, dans les riens du discret. C'est comme ça que les choses se mettent en œuvre. Je me dépêche et je vais répondre à Michel pour son exemple sur un exemple, j'espère, assez banal. Donc je vais prendre l'exemple d'un codage tout simple, c'est la première chose qu'on apprend quand on
commence des cours d'informatique, c'est il y a des caractères, et puis on sait que ces caractères sont associés à un certain codage. Je prends ici un codage court pour que les écritures soient courtes. Je prends le code ASCII, mais ça pourrait être de l'Unicode, ça n'a strictement aucune importance. Voilà, quand on regarde un tableau comme ça, donc pour chaque caractère, il y a 256 caractères possibles dans cette norme, et en face de chaque caractère, il y a son code binaire sur 8 bits, qui est une table. Quand on s'en sert ordinairement, on n'a pas besoin de connaître les codes, mais de temps en temps, on regarde les codes. Voilà. Et donc ça semble évidemment calculable, puisque tout est fini partout. On peut former donc des règles de réécriture, style algorithme de Markov. A se réécrit un code, c'est une chaîne de caractères finie, se réécrit une chaîne de caractères finie, c'est éminemment des choses calculables. Bien, sauf que je vais considérer un éditeur de texte qui fonctionne en ASCII, donc un truc comme on a l'habitude, et quand je vois les choses au niveau de mon éditeur de texte, le binaire n'est pas coprésentable avec cet éditeur. Vous ne voyez pas les codes binaires en même temps que les caractères s'afficher à l'écran. Et donc on est exactement dans une situation d'incoprésentabilité de point de vue, parce que quand vous choisissez le point de vue apparent de l'éditeur de texte pour taper vos textes, vous ne vous occupez pas, en général, sauf cas exceptionnel, des codes binaires sous-jacents. Et ça a pour conséquence que le tableau n'est pas évident du tout. Parce que si on comprend que le niveau binaire est incoprésentable avec le niveau des caractères, ça veut dire que cette table est fissurée. Alors, ça se voit, et ici c'est l'exemple ici, c'est-à-dire que par exemple le 0 qui est à gauche, et qui représente 1 parmi 256 caractères, ne doit pas être considéré de la même manière que le 0 qui est à droite, qui est un 0 binaire de 1 parmi 2. Mais quand on l'écrit en représentation, évidemment ça glisse. C'est-à-dire que si je tape ma table de code avec mon éditeur de texte, ben, je vais utiliser le même caractère. Ah oui, je vais utiliser le même caractère ici pour le 0 ASCII et pour représenter le 0 binaire. Mais je ne peux que le représenter. Et donc c'est typiquement un glissement, c'est-à-dire que je ne dois pas lire le 0 qui est à gauche du trait vertical de la même manière que le 0 qui est à droite. Bien que je sache que ce sont, du point de vue de l'éditeur de texte, exactement le même caractère. Voilà, donc on est dans un exemple de stratification, c'est-à-dire que le rapport entre un caractère et son codage, dans ce contexte-là, se comprend comme un éclatement. On a éclaté un caractère insécable en une suite de chiffres binaires, si on veut appeler ça comme ça. C'est une petite conséquence qui est que le rapport des deux zéros, ou en tout cas d'un caractère avec son code, n'est pas un calcul. Et je dois avouer que quand j'ai compris ça, j'avais déjà 20 ans d'informatique derrière moi, et vous ne trouverez jamais dans un ordinateur actuel un bout de programme qui fasse ça. Voilà. Ça. Par exemple, vous pouvez faire l'expérience que vous permutez les cabochons des touches, ça ne change strictement rien du tout. Il n'y a pas de lien entre le dessin d'une écriture à un niveau et le code qui est en dessous. Il y a un rapport, mais c'est un code géographique sur les claviers, et il est donné d'emblée en binaire. Voilà. Et donc, le rapport qui est là n'est pas calculable. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un calcul au sens ordinaire du terme, ni un programme,
En quantité d'information, ça se voit parce que il faut passer de 1 fois 8 bits d'un seul tenant à 8 fois 1 bit. Donc il y a bien conservation de la quantité d'information, mais dans un cas, elle est d'un seul tenant, et dans l'autre cas, elle est éclatée. Et la différence entre les deux n'est pas un rapport calculable. Voilà, c'est ça qui est, disons qu'une des raisons pour lesquelles il faut construire la théorie des niveaux, c'est pour arriver à constater que le rapport entre des écritures liées à des platités incomprésentables ne peut pas être calculé. Alors il y a bien des calculs ressemblants. Donc au niveau supérieur, on peut bien écrire une règle de relecture 0 sur écrit le code du 0, mais ça fait correspondre à 8 bits, 8 fois 8 bits, donc 64 bits. Donc ça ne correspond pas à ce qui est souhaité ici. Et puis si on prend les choses au niveau binaire, on fait correspondre à 1 bit, 8 bits. Et c'est toujours pas ce qu'on cherche. Et donc, il y a bien une possibilité formelle de représenter, mais la représentation ne fait pas le travail. Alors, première constatation, c'est comme ça que je m'en suis aperçu, l'information de l'informaticien autorise des platités qui ne coïncident pas avec celles de l'écriture ordinaire. Petite remarque au passage, à chaque niveau, que ce soit en ASCII ou en binaire, vous avez tout. Parce que vous pouvez tout écrire avec ça. Toutes les mathématiques peuvent être écrites avec le code qui est là. Et en binaire, une fois qu'on a fait les codages, on peut encore écrire toutes les mathématiques. Et c'est pour ça que les niveaux jouent un rôle discret, mais voilà. Conséquence, des représentations qui sont calculables. Ici, ce sont des représentations. Elles sont calculables, puisqu'elles sont à plat. Elles peuvent servir à représenter des rapports qui ne sont pas des calculs. Voilà. Et ça se fait par glissement. Puisque, en fait, en confondant les écritures qui sont là, on met en évidence qu'on a commis un glissement. Et c'est ça qui est tout à fait, à mon sens, remarquable. Il s'ensuit que la fiction de la manipulation des écritures est pas aussi évidente qu'on le croit. Alors, je vais terminer par un exemple qui est prélevé, qui est emprunté à Leibniz. Avant, oui, une petite remarque. Quand on considère l'égalité, l'interprétation usuelle de l'égalité, qui est symétrique, on imagine que des écritures distinctes peuvent renvoyer à une même entité abstraite. Quand on considère, donc c'est 5 plus 3 sont 8, pour le dire vite comme ça, quand on considère un calcul qui prend une écriture pour en donner une autre, un calcul n'est pas symétrique. Et les deux expressions sont référées, si on les réfère, à des entités différentes. La donnée d'un calcul n'est pas une expression du résultat. Si on essaye de superposer les deux, eh bien, on est embêté. Parce que ça suppose soit qu'on identifie une relation symétrique avec une relation non symétrique, ce qui n'est pas très recommandable, ou bien il faut supposer que l'expression antécédente ici est référée 2 fois. Ce qui en général pose quelques petites difficultés. Donc on est ici dans un exemple où on peut essayer d'appliquer l'heuristique des représentations devant un agencement, etc. d'incohérence. Pourquoi ne pas tenter une interprétation stratifiée et montrer que tout ceci peut se comprendre avec une stratification. Alors, l'exemple que je vais prendre pour commencer est emprunté à Leibniz,
Donc c'est une célèbre démonstration, c'est dans un contexte où un interlocuteur considère que 2 plus 2 égale 4 est une évidence, et dit non, on peut en faire une démonstration, d'ailleurs, la voici. Et cette démonstration contient donc une section de définition, l'axiome, donc Leibniz transforme des égalités, hein, c'est ça son principe, et il donne une démonstration où on voit qu'il applique à chaque fois l'une de ces définitions. Ce qui est remarquable, c'est la disposition verticale qui appartient au texte original. J'ai reproduit le texte original, et donc on sent qu'il y a d'une part l'égalité à plat, figurée à l'horizontale, et d'autre part le cheminement de la démonstration qui procède verticalement. Quand on regarde l'usage qu'il fait de ces définitions, une définition, c'est un definiens, 2 est 1 et 1. Mais quand on regarde l'usage qu'il en fait, donc il en fait un usage symétrique, mais de temps en temps ça sert à éclater, 2 est éclaté en 1 plus 1, et puis dans d'autres cas, les définitions servent à faire des fusions, 2 plus 1 est fusionné en 3. Donc ça veut dire que ces définitions fonctionnent dans les deux sens. Et les accolades font partie du texte de Leibniz. C'est pas moi qui les ai mises. On se dit que, en fait, dans une égalité par définition, il y a 2 règles de réécriture. L'une qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre. Et dans ce sens-là, donc dans le sens de 1 et 1 vers 2, c'est une fusion. Et dans l'autre sens, 2 est éclaté en 1 et 1. Dans mon exposé, on ne peut pas éviter d'interpréter l'égalité par définition telle qu'elle figure dans cette démonstration comme étant un écrasement entre 2 niveaux différents, un éclatement et une fusion. Alors regardons ça en disposition verticale. Donc, pour des raisons qui vont apparaître dans un instant, j'ai inversé le sens de présentation. C'est-à-dire qu'on part du bas pour aller vers le haut, alors que lui, il part du haut pour aller vers le bas. Donc ici, j'ai explicité l'idée qu'on transforme des égalités. J'ai partout 4, et partout, je reste avec l'idée d'un invariant, hein, c'est-à-dire je cherche à exprimer différentes manières d'être de 4, si on peut dire ça comme ça, de telle manière que ça s'agence comme une démonstration. Donc on a un mouvement qui est à plat, d'égalité, et un mouvement vertical qui sont les éclatements et les fusions. Voilà. Et donc on peut se représenter que la démonstration revient à faire un parcours stratifié, hein, permettant de passer d'une manière d'être de 4 à une autre manière d'être de 4, une manière de présenter 4, sous forme concise. Et au moment où on lit la phrase de Leibniz, quand il dit 2 et 2 et 4, ça peut s'entendre soit en symétrique à la manière de l'égalité, soit en changement de niveau à la manière de la démonstration. Et son est ambigu exactement comme il est ici. Voilà. Et donc ceci suggère, et c'est pour ça que je parlais de l'idée d'invariance, ceci suggère que dans un changement de niveau compris comme ça, on peut parcourir différentes manières de présenter une entité. Voilà. Donc là, je le figure en cône, hein, pour le rendre plus sensible. Je vais abréger, parce qu'il est tard, et je voudrais, si vous avez des questions. Donc vous aurez les transparents, il y a un texte qui raconte tout ça, pas tout à fait comme ça, parce que
ça a évolué depuis, mais en tout cas, vous pourrez avoir accès à tous les transparents et à l'enregistrement, bien entendu. Voilà, donc je vais arrêter là. Donc j'aurais voulu vous présenter l'identité, mais je vais quand même vous le faire sentir en un instant. Voilà, donc ici j'ai pris le cône de 8, et ce qu'on éclate, ce sont des expressions de 8. 2 que multiplie 4, 5 que multiplie 3, etc. J'oublie maintenant le côté arborescent, et je m'intéresse au cône de stratification. Le rapport entre 2 termes du même cône renvoie à un invariant. C'est une sorte de traduction. Et ici, le rapport de 2 termes se projette sur l'identité de 8. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Au moment où on remonte le long du cône, ici, D1, le rapport de n'importe quel terme du cône à n'importe quel autre, se projette sur le rapport à soi de l'entité qu'on met au sommet. Y compris dans le cas où j'ai une valeur V, donc ici ça pourrait être 2 que multiplie 4, 8. Au moment où on écrit que D1 et V sont égaux, on écrit le rapport de 2 termes d'un même cône. C'est ce que j'appelle une petite différence, pour reprendre un mot de Leibniz, puisque la différence entre 2 termes d'un cône est plus petite, entre guillemets, que le passage d'un cône à un autre, puisqu'on reste dans la même identité. C'est ça, intuitivement. Alors que lorsqu'on fait le passage d'une entité à une autre, c'est 2 écritures référées à 2 entités différentes. Et là, on a exactement les 2 versants de l'égalité. L'égalité entend qu'elle articule des termes d'un même cône de stratification, donc d'un même invariant, ou suivant qu'une écriture signifie le passage d'une entité à une autre. Et c'est exactement le problème qu'on a rencontré dans l'égalité tout à l'heure. Je m'arrête là. Ça serait peut-être bien que Didier Vauden puisse présenter ses conclusions, non? C'est seulement parce que je vois la conclusion, c'est tout. Non. On est largement au-delà. Oui. Oui, c'est dommage. Bon. c'est mieux quand même. On n'aurait pas ça. Donner une idée quand même de ce qu'on Oui, conclusion, allez-y. Oui, une synthèse de ces conclusions. Réinterprétation à ce moment-là. L'identité ordinaire à plat. Dans l'identité ordinaire, j'ai représenté ça sous la forme de l'opposition entre la métempirie et l'empirie des Écritures. Donc réinterprétation, l'identité ordinaire, sous-entendu à plat, puisqu'il n'y a pas de niveau dans l'identité usuelle, est un minimum relatif de détermination dans un cône. C'est-à-dire qu'on peut toujours déplier une identité. Ça revient à dire ça. Au moment où on regarde le rapport entre, ici, les flèches verticales, ici on a exactement le problème de la dénotation et de la représentation. C'est-à-dire que, comme les écritures sont ordinaires, sont à plat, que la métempirie est elle-même aussi à plat. Il y a un strict parallélisme entre l'univers des écritures, au moins potentiel, et l'univers des idéalités. Et c'est ce qui permet, je l'ai symbolisé rapidement ici, c'est ce qui permet d'imaginer que l'écriture dénote une idéalité après. Bon, mais je ne vais pas plus loin parce que on prend trop de temps. Donc je vous demande d'accepter provisoirement la conclusion que l'identité ordinaire à plat se réinterprète comme étant un minimum relatif de détermination
dans un cône de stratification. Bon, s'il y a des questions, donc... J'aurais une question, mais qui est une petite question, mais qui débouche sur quelque chose sans doute de plus général. Dans l'exemple, vous savez que l'exemple de Leibniz, là, c'est ultra connu, etc. Et vous savez qu'on lui a reproché de ne pas respecter l'axiome d'associativité. Et on a dénoncé Alors, si je comprends bien ce que vous faites, par le mécanisme de transposition, vous évitez ce problème. Oui, parce que les parenthèses, d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai figuré ici, les parenthèses, quand j'éclate 3 ici entre parenthèses de plus 3, les parenthèses se souviennent de l'éclatement. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais au moment où Leibniz dessine ses accolades, alors l'action de l'associativité, c'est au moment où on prend ce point de vue-là, on va chercher ensuite à comprimer les parce qu'on ne va pas passer son temps à déplier tout le temps. Donc, il y a des axiomes qui servent uniquement à se promener à l'intérieur du cône en abrégeant tout un tas d'opérations. Mais rien n'empêche au moins, au plan des principes, de concevoir le développement comme tel des cônes en explicitant à chaque fois les opérations que l'on fait. Mais simplement, évidemment, c'est interminable. Quand vous dites se souvient, parce qu'il y a en informatique, il y a souvent la variable se souvient, il y a une sorte de mémoire de la variable, dans la variable du parcours précédent. Oui, dans certains cas, si on prend la précaution de l'enregistrer, oui. Et donc c'est un peu ce phénomène-là que... Là, disons que là, j'ai explicité les écritures dans le cône de 8. J'ai explicité les écritures en mettant des parenthèses pour, comment dire... De toute façon, ça fait partie des manières d'être. Hein. Au moment où on explicite les opérations une à une, 3 plus 2, c'est pas la même chose. 3 plus 2 d'un côté plus 3, c'est pas la même chose que 3 plus 2 plus 3. On n'est pas sur les mêmes branches. Donc c'est en fait le parcours de l'arbre qui se souvient en quelque manière des parenthèses que l'on a mises. Est-ce que ça va jouer un rôle comme dans le PostScript ou dans le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait le générateur de caractères, de pseudo-caractères, soit graphiques, soit lettrés. Oui, oui, vous avez raison de poser la question. Donc, est-ce que ça joue, là je parle pour les... Oui, d'accord. Est-ce que ça joue un rôle dans les générateurs de caractères et dans des langages comme PostScript quand vous regardez comment est faite une police de caractères, puisque on va se trouver à un moment où il va bien falloir tracer les lettres. Voilà. Toute la description des polices est elle-même faite en binaire. Donc, et surtout ici, quand on a une matrice de points, vous restez toujours dans le traitement qui en est fait, en binaire, jusqu'au tout dernier moment, disons, des dispositifs d'interfaçage avec les humains. Par exemple, l'exemple des cabochons du clavier fait qu'il y a un moment donné où il y a un dispositif de raccordement entre un point de vue cohérent pour l'usage qu'on a à un humain, taper les caractères, et puis le fonctionnement sous-jacent qui, lui, ne connaît pas les caractères comme tels. Et donc, dans le tracé des polices, chacun des petits morceaux de lettres est lui-même, en tout cas, on peut admettre ça au moins approximativement, est lui-même traité au niveau binaire, mais il n'y a jamais dans l'ordinateur la manipulation de formes de lettres comme on l'entendait. Exactement comme dans le télégraphe, ça existait déjà au XIXe siècle, c'est pas une nouveauté de l'informatique. La dématérialisation de l'écriture, comme on dit, revient à
passer au niveau de l'information, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, parce qu'on rentre dans un autre domaine, mais il est clair que dans le télégraphe, on ne transmettait déjà plus des formes de lettres, comme on l'entend. Merci. J'ai peur de poser une question très grossière, mais il me semble que la discussion qui vient de se développer à l'instant répond un peu à ma question. Est-ce que vous êtes amené à traiter de la même manière le cône, la stratification dans le cône de démonstration et la stratification des niveaux de langage dans la machine? Langage de programmation, langage machine. C'est une très bonne question. Hein. Ça dépend où vous mettez vos yeux. C'est ça, bon, je m'accorde. Mais bon, usuellement, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que je vais revenir un petit peu en arrière. Parce qu'à un moment, vous avez introduit langage machine. Voilà. Au moment, par exemple, au moment où on programme, on peut programmer à un niveau langage machine, mais ça va toujours se... Non, on programme à un niveau langage programme, je pense. Oui, mais enfin, il reste encore... Finalement, il faut y aller. On peut toujours le faire, disons que ça reste toujours possible. On avait un clavier, Absolument. On allumait les lumières. Absolument. On mettait son adresse, on mettait la donnée. Absolument. Et on créait un programme comme ça. Absolument. Et Oui, c'était des torts, il gardait la mémoire, et ça permettait, on pouvait éteindre la machine et rallumer la machine, et on avait cet automate programmé. Absolument. Oui. Bah, disons, en pratique, du moment qu'on fait attention à pas, je dirais, le proverbe, c'est une flèche ne peut pas franchir une barre ne peut pas franchir une flèche. Voilà. Donc du moment qu'on respecte cette règle-là, chacun chez toi, hein, les niveaux sont des niveaux, au moment où on pense en termes de platité, tout marche tout seul. Au moment où on pense en termes de niveau, tout marche tout seul. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est mélanger les deux. Voilà. Donc, tant que vous pouvez avoir un discours cohérent qui respecte l'indépendance des franchissements, on peut tout à fait se contenter de la platité ordinaire. D'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Là, on fait quand même apparaître quelque chose qui n'est pas trivial. Hein, c'est quand même une pièce de code qui manque. Hein. Ça, c'est quand même une écriture qui manque. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Alors, en un sens, c'est un petit aspect minuscule, mais arriver à montrer qu'il y a quelque chose qui manque du fait de l'articulation de discours et des points de vue, ça c'est important. Bon, et ça se raccorde aussi avec tout problème du discret. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discret épuisable, et donc tout discret apparent n'est qu'une certaine strate de détermination dans un développement potentiel. Y a-t-il des questions? Donc, est-ce qu'on peut remercier la...